Des chauves-souris pompettes perdent les pédales, c'est la première actu de notre émission spéciale Spooky. Visiter une maison hantée permettrait-il de booster notre système immunitaire? Et on vient de découvrir la plus vieille momie au monde, et elle vient d'Asie. Et on finira avec l'actualité mystère. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, ça va bien? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Un peu fatigué, c'est la saison qui veut ça. Ouais. Bienvenue dans notre émission Avec Desi, une émission d'actualité scientifique qu'on vous propose une fois par mois. Et tout au long de l'émission, en plus des actus qu'on va vous présenter, on vous propose aussi de deviner quel sera le sujet de notre actualité mystère qu'on révélera à la fin. Et pour essayer de la deviner, on a déjà un indice à vous donner. Ouais, premier indice, les changements climatiques peuvent perturber cette ressource vitale de la collecte jusqu'au stockage. De quoi parlons-nous? Réponse à la fin de l'émission. Vous aurez plus d'indices au fur et à mesure de l'émission. On commence avec la première actualité qu'on a intitulée c'est intéressant. Ouais, Viviane, est-ce que tu as déjà vu des chauves-souris? Oui, j'ai déjà vu des chauves-souris. Ouais, oui. ok. Est-ce que tu as déjà vu des chauves-souris bourrées? Bourré, carrément. Ouais. Alors, j'ai pas vérifié la qualité de leur vol. Donc, elles n'ont pas soufflé dans le ballon, genre? Elles n'ont pas soufflé dans le ballon, Okay. pas d'éthylotest, donc je sais pas si je les ai vues bourrées ou si c'était juste leur état naturel. Ok. En tout cas, on imagine qu'en plein vol, elles doivent probablement se zigzaguer un petit peu dans tous les sens. C'est pas aller super bien côté écolocalisation. C'est ce qu'on imagine parce qu'on projette en fonction de nous comment ça se passe. C'est ça, exactement, ouais. Pourtant, il y a des chercheurs israéliens qui ont testé l'effet de l'alcool, comme avec l'éthanol, présent dans des fruits très mûrs sur des chauves-souris roussettes d'Égypte. Roussetus aegyptiacus. C'est toi qui as voulu le dire. Dès qu'un fruit commence à fermenter, il produit de l'éthanol et plus il est mûr, plus la concentration augmente. Et pour une chauve-souris qui est frugivore, c'est potentiellement un piège. Parce qu'un fruit trop mûr, c'est un fruit plus sucré, donc plus tentant, mais aussi plus alcoolisé, avec peut-être certains effets. Ouais, et les chercheurs se sont demandé jusqu'où ces chauves-souris peuvent-elles tolérer l'éthanol avant que ça affecte vraiment leur capacité de vol et d'écolocalisation. Des chauves-souris ont été placées dans un couloir de vol de 6,7 mètres de long, filmé avec une caméra infrarouge. Et avant chaque vol, on leur donne en fait à manger, à boire, une petite préparation liquide. Un groupe témoin sans éthanol, un groupe avec un 1% d'éthanol proportionnel au volume sanguin de la chauve-souris, évidemment. Ce qui fait en sorte que ça correspond à un fruit très mûr. Résultat ? Alors les chauves-souris sous éthanol volent plus lentement, en moyenne 3,5 secondes pour traverser le couloir contre 2,2 secondes quand elles n'ont pas bu. Bon, c'est pas énorme à première vue, mais quand on se passe à l'échelle d'une chauve-souris, ça peut être quand même beaucoup, surtout que si t'as un vol qui est ralenti, tu deviens une proie plus facile, notamment pour les hiboux. Et c'est pas tout, parce que l'alcool a aussi perturbé leur sonar, leur système d'écolocalisation. Et cette espèce de chauve-souris, la façon dont elle fonctionne, c'est qu'elle émet des clics avec la langue pour se repérer. Et normalement, ces clics viennent par paires qui sont très régulières. Mais quand elles ont consommé de l'éthanol, là, tout se dérègle. C'est-à-dire que les clics sont moins réguliers. Certaines paires, elles se cassent. Les intervalles entre deux sons dans une paire sont plus courts. En clair, leur perception de l'environnement devient forcément plus floue. Un peu comme si leur radar interne se brouillait. Ouais, en fait, c'est un peu comme nous, quand on essaie de parler avec un verre de trop. Et ce qui est fascinant, c'est que ces chauves-souris évitent naturellement les fruits qui dépassent 1% d'alcool. Elles le sentent qu'il faut pas. Exactement. Parce qu'en fait, c'est comme si l'évolution les avait programmés pour se protéger de l'ivresse. Et c'est logique que quand on y pense, voler ivre, c'est dangereux. Pas juste parce qu'on peut se cogner, mais parce que chaque seconde, tu l'as dit, c'est un retard qui peut profiter à un prédateur. Donc mieux vaut renoncer à un fruit bien mûr que de risquer une mort un petit peu bêtassou. Et comme dirait l'adage, entre voler et boire, il faut choisir. Waouh. Les prochains spots de la sécurité routière ou la sécurité en avion. La sécurité à vie. Attends, non, il y a un mot pour ça, la sécurité. Pourquoi on cherche un A? C'est peut-être un A. Aérien? Non, aérienne. Sécurité aérienne. Sécurité aérienne, c'est bon. On s'épuise. Voilà. Les roussettes d'Égypte, en fait, sont plus enclines à consommer des aliments riches en éthanol lorsqu'elles sont dans de mauvaises conditions physiques dues à une restriction alimentaire. Et ces périodes-là, où la nourriture de haute qualité est assez rare, comme par exemple durant l'hiver en Moyen-Orient, ça les rend encore plus vulnérables aux effets toxiques de l'éthanol. Et pourtant, tous les animaux ne réagissent pas du tout de la même façon. On vous met à l'image un animal qui s'appelle le ptylocerque de l'eau. Par exemple, lui, il peut boire du nectar fermenté à 3,8% sans montrer de signe d'ébriété. Si on
vous parle de cette étude, c'est parce que le mois dernier avait lieu la remise des prix Ig Nobel, Viviane. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, moi, c'est mes prix scientifiques préférés. Le but, c'est de souligner les découvertes scientifiques qui sont insolites, un peu décalées, un peu perchées parfois, mais qui nous font réfléchir sur le monde qui nous entoure. Ouais, puis les prix sont remis par d'anciens lauréats du vrai prix Nobel. Et cette année, coupure budgétaire oblige, les gagnants sont repartis avec des trophées en forme d'estomac, un certificat et une serviette humide. Pourquoi pas? C'est particulier. C'est dans l'esprit des prix Ig Nobel, en tout cas. Ouais. Et cette année, les chercheurs ayant montré que l'alcool affecte le vol des chauves-souris, on l'a dit, ont remporté le prix Ig Nobel dans la catégorie aviation. Donc, félicitations à eux pour ce beau prix. Ouais, puis on s'est dit qu'on vous fera un petit top 3 de nos prix Ig Nobel préférés. En numéro 3, on va rester un peu dans le même thème. Une équipe a reçu le prix de la paix pour avoir étudié si l'alcool aide vraiment à parler une nouvelle langue. 50 Allemands volontaires ayant le désir d'apprendre le néerlandais ont accepté de boire une petite quantité d'alcool, une bière à 5%, pour voir si, miraculeusement, leurs compétences linguistiques étaient meilleures. Résultat, oui, effectivement, meilleure prononciation comparativement aux personnes sobres. Par contre, plus d'alcool ne veut pas dire plus de talent, donc on veille à sa consommation. Ouais, c'est pas une très bonne pub en réalité. Non, c'est ça. Numéro 2, le prix de littérature a été décerné au médecin William Bean. Il a mesuré la poussée de ses ongles pendant 35 ans. Tout ça pour conclure qu'il pousse 0,119 mm chaque jour et que les saisons n'avaient aucune influence sur leur croissance. Voilà, vous vous endormirez plus intelligent. Très intéressant comme fun fact. Oui, c'est ça, un fun fact. Et en numéro 1, le prix de la biologie, des chercheurs japonais se sont demandé si on pouvait protéger les vaches des piqûres d'insectes en les peignant comme des zèbres. Protocole, toujours constamment en science, très rigoureux avec 3 groupes. Le premier, les témoins. Le deuxième, avec des rayures noires. Et le troisième, avec des rayures noires et blanches, façon zèbre. Et oui, le groupe zèbre était moins piqué que les autres. Mais du coup, les vaches normandes, qui ont déjà des taches qui sont blanches avec des taches noires, est-ce qu'elles sont moins piquées que les vaches pas normandes qui sont genre brunes? Ben, il faut qu'on démarre le projet de recherche, là. On va prendre des vaches normandes. Tu sais qu'on démarre un nouveau projet de recherche à chaque émission quand même. Je sais, ouais. Mais en fait, parce que on trouve que les scientifiques n'ont pas suffisamment d'idées de recherche. Non, c'est ça, il n'y a pas assez d'idées dans le monde. On les nourrit, ouais, c'est ça. Et c'est nous qui allons solutionner tout ça. Exactement. C'est grâce à nous. Voilà. Il y aurait un vrai protocole à faire par contre. Hein. Oui. Ouais. Et on vous met en description un article de Québec Science qui fait le tour de tous les autres prix 2025. Vous nous direz quel est votre prix Ig Nobel préféré. Ouais, puis en off, Viviane, tu m'avais dit quand même que si tu avais continué en recherche, ton rêve ultime, ça n'aurait pas été d'avoir un prix Nobel, non. C'est vraiment d'avoir un Ig Nobel. Ah, c'est tellement beau d'avoir un prix Ig Nobel, ça veut dire que tu as fait de la science, parce que c'est vraiment de la science, et en plus que cette science-là, elle touche le public au point où ça les fait réfléchir et rire. Ouais. C'est trop bien. Tandis que les prix Nobel, d'ailleurs, on s'est questionné, est-ce qu'on en parle de faire la liste de tous les prix Nobel qu'il y a eu, parce qu'on vient d'avoir les prix Nobel. C'est tellement pointu que c'est hyper difficile à vulgariser, puis surtout, souvent, c'est sur des recherches qui datent d'il y a un petit moment. Et les prix Ig Nobel sont tellement plus fun. Vraiment. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a commencé cette émission d'actualité scientifique avec Thomas. Au début, on avait commencé sur Syllabus, maintenant on est passé sur C+. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis jusque-là. Et puis, on espère qu'on va être là encore longtemps, mais on a besoin de vous pour faire durer cette émission parce que, vous avez vu, il n'y a aucun sponsoring, il n'y a aucun financement externe. Donc, c'est vraiment, ça dépend que de vous. Aujourd'hui, c'est une émission qui est complètement à perte. C'est financé parce que Syllabus fonctionne. C'est uniquement la raison pour laquelle cette émission peut exister. Et on aimerait bien la pousser aussi. Ouais. En 2026, on aimerait passer à 2 émissions par mois. On aimerait aussi, puis ça on a déjà un peu entamé le travail, changer tout le design pour avoir un vrai logo qui est associé à cette émission, avoir un petit peu plus de visuel, travailler sur notre décor, avoir peut-être plus souvent des chemises qui sont différentes. Et bref, on a beaucoup d'ambition pour ce projet, mais on manque de budget parce que c'est le nerf de la guerre comme partout. Donc si jamais vous voulez nous soutenir et que vous voulez que cette émission se développe, ou ne serait-ce que perdure, n'hésitez pas à nous soutenir. Le lien est dans la description. C'est via la plateforme Ulule. Ça a changé de nom récemment. C'est plus KissKiss, c'est Ulule. Et donc voilà, on vous attend là-bas. Merci beaucoup par avance. Merci beaucoup. Passons aux indices de l'actualité mystère. Ouais, les changements climatiques peuvent perturber cette ressource vitale que l'on cherche en fait, de la collecte jusqu'au stockage. De quoi parle-t-on ?
Et le deuxième indice? Cette ressource vitale est hautement sensible aux variations de température. Est-ce que vous avez trouvé? Si vous n'avez pas encore trouvé, restez jusqu'à la prochaine actu parce que pour l'instant, on poursuit avec l'actualité. C'est cool, mais on ne s'emballe pas. Viviane, je t'emmène dans un vieux bâtiment industriel, plongé dans le noir, une musique angoissante, des cris au loin, une porte qui grince, et soudain un clown surgit couvert de sang. Les zombies te courent après, avec des bruits de tronçonneuse en arrière. Comment tu te sens? Je veux pas être là. Pitié, mettez-moi ailleurs. Pas fan des maisons hantées? Les maisons hantées, souvent, c'est juste rigolo parce que c'est pas si hanté que ça. Mais une vraie maison hantée pour adultes qui fait peur, je pense que j'y vais pas. Ouais. Film d'horreur? Jamais. Non? Ok. Non. Toi? Never? Non plus. Non plus. Voilà. Bon. Donc c'est une activité faite pour nous, finalement. On va très bien l'incarner. Tout va bien. On n'est pas du tout en stress, on n'a pas la goutte de sueur qui dégouline, tout va bien. Et pourtant, des volontaires dans une maison hantée ont décidé de jouer ce rôle-là d'expérience d'une maison hantée. Ça se passe au Danemark. Et tout ça au nom de la science, Viviane. C'est quand même assez fou, ça. C'est beau. Pour la science. Pour la science, mais je ferais pas n'importe quoi pour la science quand même. Non, moi non plus, mais là, regarde, c'est pour une maison hantée. Ah bah c'est pour une maison hantée. Parce que là, en fait, les chercheurs ont voulu tester ce que pouvait faire la peur dite récréative sur notre corps. Et là, quand on parle de peur récréative, ça veut dire qu'elle est provoquée de manière volontaire, en l'occurrence ici dans une maison hantée. C'est la même chose que certaines personnes recherchent à avoir devant un film d'horreur, dans une montagne russe ou encore en pratiquant un sport extrême. Biologiquement, quand on a peur, quand on vit une situation stressante, notre système adrénergique s'active et déclenche une réponse aiguë de fuite ou combat, flight or fight. Ton corps va se préparer à l'action, grâce notamment à la libération d'adrénaline et de noradrénaline. Ton cœur va s'emballer, tes muscles vont se tendre, ta respiration va s'accélérer, ton système immunitaire va s'emballer, se mobiliser et produire des facteurs inflammatoires qu'on appelle des cytokines pour faire face à d'éventuels pathogènes. En temps normal, ce système sert à survivre. La réponse inflammatoire est transitoire et finit à un moment donné par se calmer. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, quand le stress est chronique et que l'anxiété est généralisée, le système, en fait, il s'emballe beaucoup trop. Et on finit par développer une réponse inflammatoire dite de bas grade, qui est chronique, qui a du mal à se calmer, qui persiste sur le long terme, et elle est associée à un risque plus élevé de maladies cardiaques, d'AVC et même de certains cancers. Et parmi les différents acteurs inflammatoires, les chercheurs se sont concentrés plus particulièrement sur la protéine C réactive. Un taux élevé de cette protéine dans le sang, c'est le signe d'une inflammation dite de bas grade, comme tu disais. Et les 113 volontaires ont été recrutés directement à l'entrée d'une attraction, d'une maison hantée assez intense au Danemark. Et pour s'assurer que les gens avaient vraiment eu peur, ils ont mesuré leur rythme cardiaque pendant toute l'expérience, d'une durée de 50 minutes dans la maison hantée, s'il vous plaît. Pur bonheur. Pur bonheur, 50 minutes, et ils avaient 111 battements par minute en moyenne. Donc c'est la preuve physiologique d'une bonne montée d'adrénaline. Donc les participants ont bien ressenti une peur intense. Et ils ont fait 3 prises de sang à chaque participant, une juste avant d'entrer dans la maison hantée, une après être sorti, probablement encore en train d'être tremblotant et en sueur, et une dernière 3 jours plus tard. Et sur les 113 participants, 22 présentaient cette inflammation de bas grade dont on vous parlait avant d'entrer dans la maison hantée. Et chez ce groupe spécifique de 22 personnes, 3 jours après l'expérience, 18 de ces personnes ont vu leur taux de protéine C réactive diminuer. Donc en moyenne, leur taux est passé de 5,7 mg par litre à 3,7. Ouais, visiblement, une bonne grosse frayeur semble avoir agi comme un anti-inflammatoire. Mais est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe derrière cette baisse ? Alors les scientifiques avancent une hypothèse. Il faut déjà différencier le stress chronique, celle du quotidien qui provoque cette inflammation de bas grade, et le stress aigu qui est intense et bref, comme celui qui est vécu dans une maison hantée. Et en fait, ce pic de stress, il va déclencher une réaction de fuite ou de combat, t'en parlais tout à l'heure. Et cette réaction mobilise massivement le système immunitaire, ça le met en alerte maximale. Puis, une fois que le danger est passé, finalement, tout se calme et semble se réinitialiser à un niveau plus bas qu'auparavant. C'est ce qu'on appelle une atténuation de l'inflammation. Et ça va dans le même sens que d'autres études qui se sont intéressées cette fois-ci à d'autres formes de stress aigu volontaire, comme l'exposition au froid intense ou des exercices d'hyperventilation contrôlés qui ont aussi montré des effets anti-inflammatoires. Donc la peur récréative pourrait être un autre outil, mais on s'entend qu'on ne va pas tout de suite annuler son rendez-vous chez le médecin pour tenter de le remplacer par un marathon de films d'horreur.
Ne faisons pas ça. Non. Les auteurs de l'étude pointent du doigt les limites de leur propre recherche. Il n'y avait pas de groupe contrôle, ce qui est censé être la base de la recherche. Donc un groupe qui n'aurait pas fait la maison hantée, par exemple. Est-ce que les changements qui ont été observés sont uniquement dus à l'événement ou bien est-ce que ce sont des fluctuations normales de l'inflammation? On ne sait pas. Il n'y a pas eu non plus de collecte d'informations sur d'autres facteurs pouvant impacter les niveaux d'inflammation, l'alimentation, l'exercice physique, la consommation d'alcool, le tabagisme, le cycle menstruel, etc. Ouais. Et c'est que 18 patients au final sur les 113. Ouais. Donc en fait, c'est surtout la méthodologie qui nous a fait sourire, le fait de faire vivre ça à des maisons, à des volontaires qui vont dans une maison hantée et ensuite de voir un petit peu ce qui se passe sur le corps. C'est intéressant quand même. C'est une émission spéciale Halloween, donc on voulait faire un petit clin d'œil. Mais c'est cool, mais on s'emballe pas, on ne fait pas de peur sur la comète, ça reste une petite étude faite sur un petit nombre d'individus dans un contexte assez particulier. Donc on garde quand même une certaine distance par rapport à cette étude. Ouais, tu me disais que t'as pas été impressionné par l'étude. Non, j'ai pas été très impressionné. Comme tu sais, mais même en fait c'est marrant parce que même les auteurs le disent dans la discussion, ils disent tu sais, on a fait une étude, on s'est comme amusé à la faire. On s'entend qu'on la prend avec certaines pincettes, mais ça rajoute quand même des informations malgré tout. Et pour tout te dire, j'ai trouvé cette actualité-là en allant sur PubMed, qui est comme l'endroit où toutes les études scientifiques sont répertoriées. J'ai tapé maison hantée, peur, et j'ai essayé de regarder un peu, puis j'ai trouvé cette étude-là qui m'a fait sourire. Je me suis dit, pourquoi pas, allons-y avec celle-là. Et comme quoi, il y a vraiment des études qui sont faites même sur des maisons hantées. C'est quand même intéressant. C'est quand même drôle. Petit clin d'œil. Spooky. Yeah. Du coup, elle est pas récente, cette étude? Elle date de début 2025, si je me trompe pas. Ok. C'est pas pour une émission d'actualité. Je sais, I know, mais je t'en dirai pas trop fort. C'est limite. C'est limite. Et avant de passer à la dernière actualité, on vous rappelle les indices, si jamais vous êtes capable de trouver l'actualité mystère. On vous rappelle le premier indice. Les changements climatiques peuvent perturber cette ressource vitale de la collecte jusqu'au stockage. De quoi parle-t-on? Deuxième indice. Cette ressource vitale est hautement sensible aux variations de température. Et troisième indice. Tout le monde en a. C'est un liquide qu'on peut donner. Je pense que là... Là, ça devient... Souvent, le troisième indice, il quand même devient très, très clair. Il devient très, très clair. C'est vrai. Remarque, on dit ça parce qu'on le sait. Oui, c'est vrai. Dites-nous en commentaire, est-ce que c'est si évident que ça? Ouais. Peut-être pas. Et on termine avec une actualité. Wow, Viviane. Oui, imaginez une scène vieille de plus de 10 000 ans. Une petite grotte au sud de la Chine. Au centre, un corps assis, les genoux ramenés contre la poitrine, et autour, une odeur âcre, presque sucrée. La fumée du bois qui brûle lentement. C'est pas un feu de cuisine, c'est une momification. Et pas n'importe laquelle, la plus ancienne au monde. Attends, ça veut dire que la plus vieille momie du monde ne vient pas d'Égypte? Moi j'étais persuadé de ça là, que ça venait d'Égypte, avant même les pharaons, avec les fameux bandelages, tu sais, les bandelettes là sur les momies? Non, les momies, il y en a un petit... Je ne sais pas s'il y en a partout dans le monde, mais en tout cas, ce n'est pas spécifique à l'Égypte antique. Et la momification est un processus naturel qui ne nécessite pas de bandage. Ok. Je pense pendant longtemps, je pensais que c'était momie égale bandelette. Ouais. Mais je pense que c'est à cause de la culture populaire aussi, là. Les films, souvent les momies sont représentées comme ça, là. Puis maintenant, tu le sais depuis une demi-heure. Depuis une demi-heure. C'est ça. Des archéologues ont étudié des dizaines de squelettes retrouvés dans des grottes du sud de la Chine, du Vietnam et jusqu'en Indonésie. Et grâce à des analyses chimiques ultra fines, ils ont découvert que ces os avaient été chauffés à basse température. Donc pas brûlés, mais séchés à la fumée. Petite précision ici. En archéologie, lorsqu'on parle de basse température ou de chauffage de faible intensité, ça permet de distinguer deux choses. D'un côté, le processus de fumage, une température sous le seuil critique de 400-500 degrés Celsius, du processus de crémation, et des températures qui provoquent carrément l'altération structurelle complète de l'os au-delà de 600 degrés Celsius. C'est vraiment comme ça que les scientifiques l'expliquent en fait dans l'introduction pour mettre un petit peu de contexte, pour bien qu'on fasse la différence entre les deux. Comment est-ce qu'ils se sont rendus compte? On parle quand même de corps qui sont vieux de 10 000 ans quand même. C'est vraiment impressionnant, c'est fou en fait. Les os n'étaient pas calcinés, juste un tout petit peu noircis à certains endroits, le front, les jambes, les coudes, comme si la chaleur avait été appliquée par un endroit précis, pas sur tout le corps. Et les tests ont révélé une exposition à la fumée, sans surprise, parfois pendant des jours. Les chercheurs ont conclu alors que les corps étaient placés au-dessus d'un feu contrôlé, dans une sorte de hutte, probablement pour les sécher. C'est une méthode proche de celle qu'on utilise pour le poisson fumé, tout simplement, pour déshydrater les tissus et augmenter la conservation. Sauf qu'ici, c'était pour conserver des morts. Les corps ont été fumés pour sécher et momifier la peau autour de leur squelette.
C'est vraiment fascinant et ça fait très 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 Halloween. Émission spooky. Exactement, à la fois morbide mais aussi ingénieux. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi fumer un corps? Pourquoi ne pas simplement utiliser les bons vieux bandages? Je sais que j'insiste beaucoup sur mes bandages, mais j'ai quelque chose à déconstruire dans ma tête sur les momies. Vraiment, là tu le sens là. Oui, je sens ça. Plusieurs raisons. Première raison très pratique, dans une région de mousson humide et un climat tropical, c'est impossible de laisser un corps se décomposer naturellement sans qu'il disparaisse en quelques jours. Donc fumer le corps, c'est une façon de le préserver. Alors que du côté de l'Égypte, on est plutôt dans un climat très aride qui permet une préservation, on va dire, naturelle, entre guillemets, et les bandages et les techniques d'embaumement sont venus raffiner le processus. Deuxième raison, c'est spirituel en fait. On retrouve exactement les mêmes traditions aujourd'hui chez certains peuples de Papouasie et d'Australie aussi. Et ils fument encore les corps de leurs ancêtres pour les préserver et pour qu'ils puissent revenir la nuit habiter leur enveloppe. Par exemple, chez les Angas en Nouvelle-Guinée, on considère que l'esprit du défunt fait sa vie durant la journée, mais retourne au corps momifié la nuit. Et cette pratique funéraire a traversé 10 000 années d'histoire. L'analyse de l'ADN, je suis toujours en train de placer un peu d'ADN, et crânio-facial a permis d'établir un lien biologique direct. Ces anciens chasseurs-cueilleurs font partie de la même lignée biologique, celle des premiers Homo sapiens à s'être établis en Asie tropicale après avoir quitté l'Afrique. Cette continuité biologique et culturelle durable lie les pratiques de momification anciennes en Asie du Sud-Est aux traditions mortuaires toujours observées chez les Papous de Nouvelle-Guinée et les Australiens autochtones modernes. À la fin de l'étude, les chercheurs proposent même un petit schéma pour s'imaginer un peu la procédure. Donc les corps étaient pliés, la plupart sont en position accroupie, genoux contre la poitrine, les bras croisés sous les jambes, et certains tellement pliés qu'il est impossible de les mettre comme ça si le corps est encore souple. Les chercheurs pensent qu'ils étaient liés pendant ou après le fumage pour obtenir cette forme aussi compacte. Est-ce qu'on sait combien de temps ça dure ce processus? Alors selon leurs données, le processus durerait jusqu'à 3 mois et pendant cette période, le corps est surveillé, nourri par la fumée et par des rituels. Puis une fois sec, il est exposé dans la maison avant d'être enterré par des années plus tard. C'est l'hypothèse des chercheurs du moins. Moi j'ai vraiment adoré cette actualité. Autant elle faisait un petit peu peur quand même là. Autant j'ai énormément déconstruit certaines choses. C'est vraiment quelque chose de très très fascinant d'avoir autant d'informations et de voir des techniques de momification qui étaient différentes. Et les images sont assez crazy aussi. Ouais. C'est assez fou de voir tous ces rituels pour la sépulture des défunts. Ce matin même, je travaillais avec une chercheuse qui cherche à vulgariser son projet de recherche justement sur les rituels de sépulture. Donc je suis vraiment dans le thème aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va produire. Une chercheuse Québec? Une chercheuse Québec, qui travaille en soins palliatifs. Wow. Et on termine avec notre actualité mystère. On rappelle les indices. Le premier indice. Les changements climatiques peuvent perturber cette ressource vitale de la collecte jusqu'au stockage. De quoi parlons-nous? Le deuxième indice, c'était que cette ressource vitale est hautement sensible aux variations de température. Et enfin, tout le monde en a. C'est un liquide qu'on peut donner. Alors, aviez-vous trouvé la réponse chez vous? Dites-nous dans les commentaires. On cherchait le sang. C'est le constat d'une équipe australienne publiée dans The Lancet Planetary Health. Selon eux, les changements climatiques pourraient carrément fragiliser toute la chaîne d'approvisionnement du sang, de la collecte jusqu'à l'hôpital. J'avais jamais pensé au changement climatique sous cet angle. C'est ça qui nous a vraiment marqué, ouais. Parce qu'on s'en rend pas toujours compte, mais en fait, le sang, c'est une logistique très complexe. Il faut sélectionner les donneurs, collecter le sang, le tester, le stocker à bonne température, le transporter rapidement jusqu'aux hôpitaux. Et à chacune de ces étapes, ça peut être perturbé par des événements climatiques comme des vagues de chaleur, des inondations, des ouragans, des feux de forêt, etc., etc. Et aussi, ce que les chercheurs soulignent, c'est que le climat agit aussi sur le corps humain. Le froid, comme les fortes chaleurs, peuvent impacter la pression artérielle ou également l'hémoglobine. En fait, on peut vraiment s'attendre à ce que certains donneurs ne deviennent plus éligibles de manière temporaire, malheureusement. Ouais, et sans oublier, toujours dans les effets sur le corps humain, les maladies comme la dengue, le virus du Nil occidental, le Zika ou le paludisme qui ont tendance à s'étendre à de nouvelles régions en raison des changements climatiques. Et certaines de ces infections peuvent être transmises par transfusion. Donc plus de risques d'infection, donc des dépistages plus stricts, donc moins de donneurs éligibles et en parallèle,
toujours plus de besoins, n'est-ce pas? Ouais, la demande augmente. Plus de blessures, plus de maladies cardiovasculaires pendant les canicules, plus d'accidents pendant les catastrophes naturelles. Bref, le portrait n'est pas très joli. Heureusement, on ne veut jamais vous laisser sans solution parce qu'il y en a. Il y a des plans d'urgence pour déplacer et reporter rapidement les collectes, des drones pour transporter du sang, comme ça a pu être fait déjà au Rwanda, des génératrices pour maintenir la chaîne du froid et éviter le gaspillage, et même des techniques d'inactivation des pathogènes pour améliorer la sécurité des plasmas, par exemple. Ouais, on précise quand même que l'article en question est dans la catégorie Personal View. Donc en fait, c'est pas du tout des données... Vision personnelle, exactement. Ça veut dire en fait que les auteurs ont fait une sorte d'édito, une revue de littérature avec un certain angle de traitement. Ils ont voulu donner en fait un peu leur avis sur un sujet de société. C'est tout aussi pertinent ce genre d'article-là, mais on préférait quand même le préciser. Oui, c'est pas un article revu par des pairs, ouais, etc. Il n'y a pas de nouveaux résultats. Ouais. C'est une opinion de chercheur. Mais il fallait quand même qu'on parle du sang dans une émission d'Halloween, quand même. On espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement, évidemment. N'hésitez pas à nous soutenir pour cette émission. Elle dépend que de vous. C'est vraiment, vous êtes notre seule façon de financer cette émission. Sinon, on vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus, qui est très différente de d'habitude, qui vous invite à deviner quels sont des objets qu'on ne voit jamais normalement parce qu'ils sont dans des réserves d'un musée. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et puis notre dernière émission d'actualité scientifique, on vous parle de comment lutter contre la désinformation, d'une nouvelle sorte d'antibiotiques, et puis on s'en va au cœur de Mars, et puis évidemment l'actualité mystère, on l'oublie pas. Ben oui, et puis on dirait... Non. Ils devront le découvrir. Et bien sûr, 3 matins par semaine, venez voir les lives d'actualité scientifique de Thomas sur Twitch, sur sa chaîne Science à la carte. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires quelle actu vous a le plus marqué. On vous écoute et on vous dit au mois prochain. Bye bye. Bye.